Allez, on se lance. Donc, bienvenue à tous et toutes au webinaire proposé par ITA sur la réponse aux enjeux du vieillissement, quelle politique senior à l'échelle locale. Donc, on a la chance d'avoir trois intervenantes de deux territoires différents, donc de Nancy et de Grabel et des CCAS et de la CARSAT. Donc, on est très heureuse de les accueillir et de pouvoir les entendre. Et ce sont des territoires qu'on a eu la chance de pouvoir accompagner dans leur réflexion. Donc, voilà, on est d'autant plus content de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc, je rappelle simplement les règles, bien éteindre votre micro, participer par le chat et après, n'hésitez pas à intervenir par le chat tout au long des interventions, que ce soit côté ITA ou côté intervenante. Et il y aura un temps de questions-réponses à la fin. On va essayer de tenir le timing et comme il y a beaucoup de participants et participantes, voilà, on s'est autorisé à se laisser jusqu'à 13 heures. Bien sûr, si les échanges sont taris avant, on arrêtera. Mais voilà, on fera aussi attention au timing des interventions. Euh, pour l'ordre du jour, on va commencer par évidemment une présentation des intervenantes et une présentation rapide d'ITA. Ensuite, on aura un focus par Juliette Moreau d'ITA sur les politiques seniors. Ensuite, il y aura la présentation des deux études de cas, donc de Nancy et de Grabel. Et ensuite, on proposera donc une rapide conclusion et un temps de questions-réponses avec les intervenantes à l'issue de la présentation. Donc, on a trois intervenantes aujourd'hui. Marie-Pierre Noyer, qui est responsable de la direction autonomie à la ville de Nancy, qui s'occupe donc du CCAS. Et très gros ordre de grandeur, hein, on a simplement mis les populations, mais pour que vous puissiez un peu situer les différences de communes. Donc, on a plus de 100 000 habitants à Nancy. Et côté Grabel, donc on a l'intervention de Mariette Coudray et d'Anne Rochat. Mariette Coudray est directrice du CCAS à Grabel, qui est donc une ville de l'Hérault d'un petit peu moins de 10 000 habitants, qui est située en très grande proximité de Montpellier, qui fait partie de la métropole de Montpellier. Et donc Anne Rochat, qui est chargée de développement prévention santé senior de la CARSAT. La CARSAT intervient à l'échelle. Alors j'ai mis Languedoc-Roussillon puisque c'était l'appellation, même si c'est plus une région officielle, mais en tout cas Anne Rochat intervient pour le département, enfin pour le périmètre de l'Hérault au sein d'une délégation plus grande. Voilà pour la présentation succincte des intervenantes. Pour ce qui concerne, pardon, ITA, donc nous, on est un bureau d'études spécialisé dans les politiques sociales et éducatives. On accompagne quasiment exclusivement les collectivités locales dans leur réflexion et aussi la mise en œuvre de politiques sociales et de politiques éducatives. On a donc aussi réalisé beaucoup d'analyses des besoins sociaux dans lesquels les préoccupations et sujets, enjeux seniors sont très présents. On est une douzaine dans l'équipe. On intervient un peu partout en France, aussi bien donc pour des accompagnements de collectivités que en fournissant des données propres au territoire qui permettent aussi de réaliser en interne des diagnostics, que ce soit sur les seniors ou sur d'autres thématiques. Juliette, je te passe la parole pour présenter les politiques seniors, enfin une synthèse des politiques seniors récentes. Oui, merci Pauline. En effet, quelques éléments d'introduction. Alors, sans revenir sur l'histoire longue des politiques dédiées au vieillissement, on trouvait bien aussi de vous présenter voilà, quelques éléments de contexte. Et parmi les plus récents, on peut retenir la promulgation en avril 2024 de la loi dite Bien vieillir et autonomie. C'est plus court que son nom complet, qui est la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie. Euh, donc cette loi, elle est là elle est censée en tout cas répondre aux défis du grand âge et elle comprend notamment des mesures pour mieux signaler les maltraitances, faciliter le travail à domicile, des dispositifs également relatifs aux EHPAD. Mais surtout, c'est le premier objectif que vous voyez là,
son objectif principal, c'est de renforcer la prévention de la perte d'autonomie et de lutter contre l'isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Donc pour cela, notamment, elle crée le service public départemental de l'autonomie, le SPDA, qui a été lancé un an plus tard cette année. Alors on a l'impression, mais vous nous confirmerez, qu'on se trouve actuellement dans une période de latence pour la traduction concrète dans les départements. Et pour autant, depuis le mois de mai dernier, on a voilà, vu sortir le cahier des charges qui est venu préciser certaines choses et qui nous fournit un cadre d'action. Et donc, notamment, le principal point, c'est qu'il prône une meilleure coordination et lisibilité des interventions de l'ensemble des institutions et des acteurs afin de mieux accompagner les démarches et les parcours des personnes. Donc, ça, ce sont pour, enfin, c'est ce qui concerne les intentions. Sur la page suivante, on vous a un petit peu mieux décrit aussi ce qui est attendu dans le cadre du SPDA. Donc, un socle commun de mission identifié pour tous les départements, donc à savoir l'accueil, l'information et l'orientation, l'évaluation des situations et l'attribution des droits, la coordination des parcours, et puis la mise en œuvre de ces fameuses actions de prévention et de repérage. Donc, ce qu'il y a à retenir aussi de la mise en place de ce service public départemental de l'autonomie, c'est sa logique forte de subsidiarité et d'adaptation aux différents contextes territoriaux. Donc, au-delà de ce socle commun, l'idée, c'est d'organiser les choses de la manière qui soit, de la meilleure manière qui soit dans chaque département. Mais ça signifie que c'est aux acteurs locaux d'en déterminer les modalités, puisque dans les textes, hein, on nous dit que le SPDA n'impose pas un modèle unique d'organisation et de fonctionnement. Donc, on parle d'un engagement collectif, plusieurs, mais on a une forme quand même de flou qui demeure sur les rôles de chacun, puisque le cahier des charges n'attribue pas forcément de mission et d'objectifs spécifiques à chaque institution membre de ce service public départemental de l'autonomie. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'un millefeuille institutionnel? Est-ce que les rôles de chacun, chacune sont clairs? On peut à nouveau vous inviter à nous dire dans le chat comment ça commence à se traduire dans votre département. Est-ce que voilà, vous avez été sollicité soit par le conseil départemental, soit par d'autres acteurs? Est-ce qu'il y a des actions qui commencent pardon, à se mettre en place dans ce cadre précis? Voilà, dites-nous-en un peu plus. En tout cas, en Meurthe-et-Moselle, je pense qu'on pourra en reparler aussi avec Marie-Pierre Noyer. On avait quelques éléments de réflexion à vous partager, et ça a été aussi des choses qui ont fondé notre actualité des derniers mois. Au-delà de ce cadre-là, voilà, dans la politique senior, la question, c'est aussi celle du qui fait quoi. Donc, en matière de politique du vieillissement et d'autonomie, ça, je ne l'apprendrai à personne. La figure du département, elle est centrale depuis les lois de décentralisation. Il est chef de file en matière d'action sociale et d'autonomie des personnes. Et donc, dans ce cadre-là, vous le savez, hein, il doit notamment instruire l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, coordonner la mise en œuvre de ce fameux SPDA dont on vient de parler via notamment les maisons départementales de l'autonomie. Autre actrice de cette politique senior, les agences régionales de santé, les ARS. Elles sont aussi voilà, des actrices clés des politiques liées au vieillissement via leurs compétences sanitaires et médico-sociales, puisqu'elles assurent notamment la régulation, les autorisations et les financements des volets soins dans les établissements. Donc, ces deux acteurs, on va dire, pilotent au niveau local les commissions des financeurs, hein, nos fameuses ex-conférences des financeurs, qui sont chargées de réunir les acteurs locaux concernés, dont vous faites sans doute partie, pour les personnes qui nous ont retrouvés ce midi, pour coordonner les actions de prévention de la perte d'autonomie et surtout leur financement. Donc ça m'amène à d'autres institutions clés des politiques liées au vieillissement qui siègent dans ces commissions et qui financent un grand nombre d'actions.
les organismes de sécurité sociale et plus spécifiquement les CARSAT, donc, qui sont la branche retraite, hein, vous le savez, mais aussi santé au travail de notre sécurité sociale. On en a une représentante avec nous ce midi et elle pourra nous expliquer un petit peu plus quelles sont les actions mises en place. Donc, parmi les actions assez classiques, hein, il y a la détermination des droits à la retraite des assurés du régime général, le fait aussi de servir ces pensions de retraite. Et puis, les CARSAT, elles ont aussi un rôle d'information. D'abord vient le lien privilégié qu'elles ont avec les assurés au moment du passage à la retraite, voire en amont. Et ce rôle d'information, il se traduit notamment par le portage de plateformes telles que la plateforme pourbienvieillir.fr. Donc voilà, sans doute que notre intervenante Anne Rocha aura l'occasion de nous en dire quelques mots sur les actions plus spécifiquement qui peuvent être mises en place par la CARSAT Languedoc-Roussillon. Ces rôles ne sont pas exclusifs et on a un ensemble d'autres acteurs que vous voyez ici. La liste n'est évidemment pas exhaustive, qui concourent de près ou de loin à apporter une réponse aux besoins des seniors et de leur entourage. Surtout, ce qui nous intéresse là pour ce webinaire, c'est d'illustrer finalement les coopérations locales qui existent entre tous ces acteurs et la manière dont les rôles de chacun se traduisent. Dernier acteur phare, et vous en êtes sans doute pour une grande partie d'entre vous, les représentants, sur la dernière diapositive, les communes et leurs CCS, évidemment, avec leur clause de compétence générale et puis de toute façon par leur proximité avec les citoyens, hein. Les communes, ce qu'on peut en dire, hein, c'est qu'elles se sont affirmées comme des maillons essentiels de la réponse aux besoins des seniors, en particulier via leurs centres communaux d'action sociale, leurs CCS. À l'échelle intercommunale aussi, on a de plus en plus de portage d'actions à destination des seniors par les CIAS, les centres intercommunaux d'action sociale. Pourquoi on considère que ce sont des maillons essentiels de la réponse aux besoins des seniors? Parce que d'abord, parmi les missions obligatoires des CCS qui sont inscrites dans le Code de l'action sociale et des familles, on retrouve la veille sociale via la gestion, la mise en œuvre de ce fameux registre nominatif des personnes fragiles, auparavant appelé registre des personnes fragiles et isolées. Bon, le fameux fichier canicule qui permet aux communes et aux CCS, hein, d'avoir vraiment des liens privilégiés avec les seniors et leur entourage, puisque l'entourage peut aussi demander une inscription. Donc ça permet vraiment d'avoir un rôle de veille et de proximité très privilégié avec la population senior. Il y a également, et on finira là-dessus, ce propos introductif, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça s'illustre concrètement dans vos territoires. Il y a également une grande diversité d'actions et de services qui rentrent dans le champ, cette fois-ci, des missions facultatives des CCS pour les seniors et leur entourage. Donc, il faudra vraiment pas hésiter à compléter ces éléments, à nous dire ce que vous faites à l'échelle de vos territoires. On peut déjà citer de manière générale l'octroi d'aides facultatives. Hein, on a 96% des CCS qui en apportent à l'échelle nationale. On a aussi évidemment toutes les actions de prévention en matière de sport, de culture, de convivialité, hein. On peut citer les repas de Noël, les thés dansants notamment, qui sont assez emblématiques. Et puis voilà, toutes ces actions sportives, culturelles, de prévention, elles sont aussi très souvent mises en place en collaboration avec les services municipaux. Donc, on a vraiment comme ça ce mix entre l'action sociale de proximité et puis les services publics communaux de manière générale. Les CCS et les communes mettent aussi en œuvre des actions d'information et d'orientation qui peuvent aller jusqu'au portage d'un centre local d'information et de coordination gérontologique. On retrouve à nouveau un sigle très connu, hein, donc le portage des clics. Plus largement, puisque cette appellation varie quand même sur les territoires, le portage d'un point d'information locale. À l'échelle nationale, on a environ un clic sur 4 qui est porté par une commune ou son CCS. Donc, on voit là aussi que ce sont vraiment des acteurs importants dans ce champ-là.
Sur le volet information, orientation, on a beaucoup d'initiatives qui nous montrent que les CCS peuvent aller jusqu'à gérer en direct des maisons des seniors, des cités des aidants, des cités des aînés. Là, on a vraiment des appellations qui varient, mais sur le fond, il s'agit vraiment de services qui ont pour objectif d'abord d'être bien identifiables et bien identifiés assez souvent dans les faits par les seniors et par l'ensemble de la population avec cette mise en lien et cette transmission d'informations qui est possible. On a eu chez ITA et notamment en lien avec Nancy l'occasion de réaliser une étude comparative sur Besançon, Rennes, Grenoble, hein, pour citer trois grandes villes. Il y a aussi Créteil qui avait présenté sa structure, hein, sa maison des seniors lors du dernier congrès d'UNCAS. Donc là, les expériences commencent à être assez nombreuses et c'est toujours intéressant de voir quels sont les différents services qui s'y trouvent hein, dans ces plus ou moins grandes structures que sont les maisons des seniors. Je le citais aussi, de maisons des seniors, on peut aussi passer à des maisons des aidants. Parmi les missions des CCS et des communes, on a aussi très fortement le soutien aux aidants, qui peut passer par diverses actions et voilà la gestion même de ce type de structure, maison des aidants. On a plusieurs dizaines d'initiatives qui peuvent être recensées partout en France sur ce sujet. Un autre type d'intervention, c'est la gestion en propre d'établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, c'est aussi par ce volet-là, sur l'angle de l'habitat, de la prévention de la perte d'autonomie dans le logement et du lien social, hein, toujours, qu'on peut identifier un grand nombre de CCS. À l'échelle nationale, hein, l'UNCAS nous dit que 10% des EHPAD et 60% des résidences autonomie sont gérées par des CCS. Donc, on voit bien le rôle spécifique que ces établissements publics jouent, notamment sur le volet des résidences autonomie avec très souvent un volet accessibilité financière que l'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Donc là, le portage de résidence autonomie traduit vraiment une politique aussi volontariste d'accès au logement. Et c'était un des territoires que je vous ai cité là dans le cadre du benchmark qui m'avait dit finalement qui d'autre que nous, les CCS, pour porter ce type de structure et proposer voilà, des tarifs accessibles financièrement. Nancy nous en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, car le CCS gère en direct en effet des résidences autonomie. On voulait aussi citer le soutien et la gestion d'habitats intermédiaires, hein, au-delà des établissements sociaux et médico-sociaux. On peut citer là, par exemple, le village intergénérationnel qui s'appelle le Clos des Vignes à Clermont-Ferrand. Donc là, on a vraiment une politique volontariste de construction et de portage de tout un ensemble bâti avec des normes environnementales et cet enjeu aussi là de l'intergénérationnel et de la mixité sociale puisque dans ce village on a aussi des logements dédiés aux familles, notamment aux familles monoparentales. Enfin, dernière illustration de missions qui peuvent être mises en œuvre à l'échelle locale à destination des seniors. C'est en lien avec le volet de la démocratie participative. On trouvait aussi intéressant de se rappeler que les communes et leurs CCS peuvent et le font, hein, de fait, solliciter directement l'avis des seniors pour la mise en place d'actions qui vont les concerner. Alors que ce soit via les comités d'usagers qui sont obligatoires dans les établissements ou la constitution de conseils des aînés, par exemple. On peut citer aussi les démarches Ville Amis des aînés qui ont une dimension de concertation également très forte. Voilà, j'en ai fini avec ces éléments de cadrage assez généraux. Et vraiment, là, ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment est-ce que ça s'illustre dans l'ensemble des territoires que vous représentez. Et je laisse Pauline introduire ces deux premières études de cas spécifiques qu'on voulait vous proposer. Merci Juliette pour ces éléments. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par une intervention de Marie-Pierre Noyer sur le CCAS de Nancy, avec les réflexions qui ont été mises en place autour de la coordination de la politique senior
au niveau local et donc dans un deuxième temps l'intervention de Grabeld par le CCAS et par la CARSAT, parce que pas mal d'actions conjointes sont menées. Marie-Pierre Noyer, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Comme vous l'avez constaté, en effet, Nancy est une ville de 105 000 habitants, ville tout de même relativement jeune puisque nous avons seulement 19% de personnes âgées sur notre territoire. Nous avons notamment une histoire importante. Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez le fait de porter des établissements pour que nos auditeurs puissent avoir une vision un petit peu plus précise de Nancy. Nancy a développé au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle de nombreux établissements en lien avec les congrégations religieuses, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons à Nancy 8 EHPAD pour un peu plus de 700 lits sur le territoire. Nous comptons 5 résidences autonomie que nous gérons en direct pour 254 logements. Et puis se sont implantés il y a depuis les 5 dernières années 7 résidences seniors avec une offre de plus de 700 logements dans la ville. Donc ça me paraissait important de vous dire un petit peu tout cela parce que ça présente aussi bien le territoire. Nous avons également une petite vingtaine de clubs d'aînés répartis dans les territoires. Alors, que faisons-nous? Je le disais tout à l'heure, donc nous gérons en effet des résidences autonomie, euh, essentiellement et en faveur des personnes âgées précaires. Et heureusement qu'en effet, nous sommes là pour redire ce qu'a précisé Juliette, parce que aujourd'hui, nous rencontrons aussi des personnes qui ont choisi de s'installer en résidence senior et qui les quittent parce que ça devient beaucoup trop cher pour elles. Donc ça, c'est un phénomène complètement nouveau qui a même pas un an, mais je le précise quand même, ça me paraît important. Et puis, nous développons aussi des services rendus au domicile des personnes âgées. Vous le voyez, un système de livraison de repas. Nous avons également un système de petit bricolage qui est proposé au CCAS. Nous travaillons aussi dans le cadre de l'accès aux droits en proposant des permanences. On a un accueil situé au rez-de-chaussée du CCAS et nous accueillons régulièrement des personnes âgées. Et puis, nous développons un dispositif qui s'appelle téléphonage depuis maintenant 16 ans, bien avant le Covid, qui propose une permanence d'appels émis par nos soins au profit de seniors qui vivent seuls et qui, au sein de leur domicile, ont constaté que le téléphone ne sonnait plus. Donc, nous faisons sonner le téléphone et ce sont des bénévoles seniors qui appellent et qui entretiennent des relations et des conversations conviviales. Pour ce qui concerne un petit peu les volumes, en portage de repas, on est à 370 bénéficiaires. En abonnement, on propose aussi de la téléassistance. En abonnement téléassistance, on oscille entre 330 et 350 abonnements annuels. Le service bricolage est actuellement en augmentation, mais je n'ai pas les chiffres définitifs, simplement pour vous dire qu'on est à environ 300 interventions par an. S'agissant des permanences d'accès aux droits, chaque permanence accueille une douzaine de personnes. Ce sont des permanences mensuelles pour l'instant que nous réalisons dans les résidences autonomie pour être au plus près des seniors qui vivent dans les quartiers. Oui, je note le conseil des aînés et les promenades. Écoutez, je vais vous en parler tout de suite. Le conseil d'anciens des aînés était inscrit dans la feuille de route du nouveau mandat et nous l'avons donc développé sur la base d'une information qui a été lancée dans toute la ville. Nous avons recueilli des candidatures de personnes âgées de plus de
60 ans. Ces candidatures ont fait l'objet d'un tirage au sort, un tirage au sort qui a été réalisé en respectant la part des seniors dans chaque quartier, donc proratisé. Et puis également, nous avons souhaité une répartition égale hommes-femmes. Ce Conseil des seniors aujourd'hui développe 3 commissions de travail. La première, lien social et solidarité. La seconde, information et communication. Et la troisième, transport et mobilité. Nous avons développé je dirais, une méthodologie un petit peu singulière parce que nous ne souhaitions pas que les seniors se réunissent pour dire qu'ils sont sages et que eux seuls connaissent ce qu'est être un senior et parler en leur nom et pas au nom des autres seniors. Donc, on a déroulé une méthodologie un petit peu que j'ai trouvé vraiment intéressante. On leur a dit maintenant, vous allez aller sur le terrain et vous allez vous déguiser en senior mystère, c'est-à-dire que c'est ce conseil départemental et vous allez faire le senior mystère, c'est-à-dire le senior qui vient d'arriver à Nancy et qui voudrait avoir des renseignements sur ce qui est proposé à son intention. Donc c'est une méthode assez originale qui nous a permis de recenser un certain nombre de bruits sourds, n'est-ce pas Juliette? Du coup, ça nous a permis de suggérer à nos élus des actions, notamment qui se sont concrétisées par une grande campagne de communication, par la refonte d'un livret senior global qui aborde absolument toutes les dimensions de la vie des seniors. Et puis, nous avons également travaillé un questionnaire avec le CNA. Là, pour le coup, on a mobilisé l'ensemble des commissions, un questionnaire qui visait à recenser les attentes et les demandes des seniors. Je pourrais développer un petit peu plus, mais je ne pense, enfin, vous me poserez vos questions, je laisserai mes coordonnées si vous voulez en savoir plus. Les promenades des cheveux dans le vent, en fait, pour avoir visité pendant quelques années un parent en EHPAD, je m'observe beaucoup. Je me suis rendu compte que parfois ces visites dans une chambre étaient mal vécues, c'est-à-dire avec le sentiment de se sentir un petit peu, comment dire, enfermé. Et donc l'idée, si vous voulez, c'était de dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour être avec son aidé en dehors de l'EHPAD et puis pour être à côté de lui et puis éventuellement voilà sortir. On a proposé ce projet qui consiste en fait, on a acheté un vélo triporteur que l'on a aménagé. On a sollicité un prestataire parce que l'objectif, c'est de proposer des promenades urbaines et avec les mutations, les changements de circulation, etc., je ne voulais pas prendre le risque de passer par un bénévole ou une bénévole aussi compétente qu'il soit, mais je voulais vraiment que ce soit un professionnel du cyclisme en ville. Et nous proposons régulièrement des promenades en triporteur où à la fois nous avons soit un résident et son aidant, soit deux résidents qui se promènent et cheveux au vent dans la ville. En général, c'est dans le quartier, à proximité de l'établissement. L'idée étant de permettre, oui, ce sont des promenades gratuites que nous finançons via le forfait autonomie. Parce que nous disposons d'un forfait autonomie grâce à la loi adapter la société au vieillissement via la conférence des financeurs et donc au profit des résidents, des résidences autonomie. Et puis on essaye de trouver de l'argent puisqu'on en est tous là et on répond à un certain nombre d'appels à projets qui nous soutiennent et qui nous aident dans ce domaine. En tout cas, le résident n'a absolument aucun reste à charge, l'aidant également. Oui, Marie-Pierre, c'est vous qui vous positionnez en tant que structure comme vraiment coordinatrice, enfin la structure coordinatrice des différentes Oui, actions, aussi bien sur oui, le terrain que plus institutionnelles, ouais. oui, tout à fait, tout à fait.
Euh, on propose aussi, au nom de la ville, hein, puisque nous sommes le bras armé de la politique sociale pour la ville, on développe aussi un dispositif qui vise à proposer la réception de colis dans la boîte aux lettres ou remis en main propre par les facteurs. Chaque année, nous délivrons près de 8000 colis à toutes les personnes qui sont nées avant le 31/12/1952. Vous m'avez vu regarder parce qu'il faut que j'apprenne par cœur, j'ai du mal à retenir. C'est une cohorte de seniors conçue depuis maintenant des années et les colis sont envoyés à toutes les personnes sur la base de la liste électorale qu'on réactualise chaque année et ça nous permet de toucher les plus isolés parce que on le sait tous, toucher les plus isolés est la chose la plus difficile qu'il soit. On propose également, et ça c'est le constat qu'on avait fait à la suite de la crise sanitaire, on avait fait le constat que nombreux étaient les seniors qui n'avaient pas repris une vie sociale après le Covid. Et donc, on a proposé des temps de convivialité qu'on ne faisait pas auparavant, des thés dansants. Là, on les a inscrits notamment dans le cadre des fêtes de la Saint-Nicolas, à ne pas manquer à Nancy, bien sûr. Et puis enfin, nous avons une carte Nancy Senior qui permet en fait aux seniors de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, d'entrée gratuite dans les musées, des conférences gratuites dans certaines associations. Je pourrais aussi vous en dire un peu plus si vous le souhaitez en parallèle de ce séminaire. Voilà. Juliette, est-ce que j'ai oublié des choses? Oui, Marie-Pierre, je me demandais si vous vouliez aussi nous dire quelques mots de la démarche de réflexion là Ah oui, que j'y vous allais. avez J'y menée. allais. Ah bah très J'y bien. allais. Peut-être une toute petite parenthèse sur le SPDA, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le conseil départemental est expérimentateur de la préfiguration du SPDA et nous avons participé aux travaux menés à la fois par l'AMO de la CNAV, enfin de la CNSA, pardon, et aussi au sein du département. Nous avons pour le coup assez avancé dans ce domaine. On a en tout cas été sollicité. Donc pourquoi cette AMO en effet, politique senior? Donc on est il y a quelques années maintenant avec une nouvelle mandature et de nouveaux élus, une première analyse des besoins sociaux qui se déroule et qui mentionne un certain nombre de points saillants au niveau des seniors à Nancy, une augmentation de la précarité des seniors qui n'étaient pas forcément, je dirais, conscientes dans toutes je dirais, les catégories à la fois de techniciens, d'élus, et puis des poches de précarité et de fragilité dans certains quartiers, et un certain nombre de points, notamment aussi autour de la question de l'information, de la communication, de cette politique qui apparaît comme une véritable nébuleuse. Donc la première intention était de questionner cette politique, de se poser la question aussi de sa gouvernance, parce que ça c'est très important. On sait tous que l'UCD est chef de file de la politique senior, qu'il est en charge de la coordonner, qu'en matière de compétences d'une ville et d'un CCAS, en matière de politique senior, on est exclusivement dans l'extra-légal et en subsidiarité, puisque notre seule obligation, en fait, c'est de tenir le registre des personnes fragiles, registre canicule. Tout le reste est évidemment en lien avec des dynamiques politiques et historiques spécifiques. Et donc, cette interrogation s'inscrit dans le cadre d'une politique pour laquelle nos élus souhaitent à la fois une interrogation au regard de son évaluation, mais aussi se poser la question de l'adéquation entre des pratiques et leur pertinence aujourd'hui en fonction évidemment des mutations que nous avions observées dans le cadre de l'ABS. Je le disais tout à l'heure en introduction, Nancy est une ville jeune, mais Nancy vieillit.
Et ça aussi, l'ABS nous l'a montré. Et donc, il était important pour nos élus d'avoir une démarche que je qualifierais de nature un petit peu aussi introspective pour nous, techniciens, parce qu'elle est réalisée par un acteur extérieur, en l'occurrence un cabinet, qui va nous proposer une présentation je dirais, de l'écosystème d'une politique, de ces enjeux avec un état des lieux de la répartition des rôles, des responsabilités, qui va poser aussi les forces et les faiblesses de notre politique, qui va interroger, et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, les chaînes de causalité de la gouvernance et de la politique, et se poser aussi la question de la redistribution des rôles et des responsabilités. Une analyse aussi qui va aussi apporter, en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti, nous techniciens, et lui aussi, des focus et vraiment des angles de vue différents de ceux qu'on a l'habitude d'employer par pour penser à Bourdieu par ethos ou par peut-être aussi habitude, et identifier aussi des actions vraiment stratégiques à engager, les prioriser, mettre aussi en lumière ce qu'on fait déjà, parce que on peut avoir, je dirais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, l'habitude de se dire ah il faudrait qu'on fasse mieux, et sans se dire qu'on fait déjà bien, et ça c'est quand même important de se le dire. Euh, la démarche aussi qu'a proposé Juliette nous a permis aussi, parce qu'elle était très participative, de mobiliser les partenaires et de lancer une nouvelle dynamique autour de la politique senior, parce qu'on peut parfois se sentir bien seul, et donc ça a permis vraiment de reprendre des liens, de reconstruire une dynamique. Et puis, en effet, cette démarche participative a aussi permis aux seniors eux-mêmes d'être dans les réflexions. Et au final, cette démarche nous a permis vraiment d'apprendre beaucoup sur notre organisation, de réorganiser et de repenser notre organisation et sa politique dédiée. Et puis, ça a permis aussi à nos élus, en trois verbes, d'ajuster, de décider et d'arrêter. D'arrêter certains projets, hein, certaines orientations. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour ces éléments. Je passe la parole à Mariette Coudray-Couder du CCAS de Gravel pour nous présenter justement le positionnement, le souhait aussi des élus de maintenir une approche pour les seniors en dehors de la compétence, en effet, qui est plutôt portée par le conseil départemental. Mais voilà, une volonté de maintenir la proximité auprès des habitants et habitantes d'un certain âge. Oui, merci. Donc, en fait, nous, on n'a pas vu la couleur du SPDA et on a un département qui est en perte d'intervention sur tous les champs, que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées, l'ASE, etc., l'aide sociale. Voilà. Donc, heureusement qu'on a été plus pragmatique et pour garder, nous on est un petit CCAS évidemment comparé à Nancy, mais on est un gros CCAS par rapport à d'autres villes de taille proche sur la métropole de Montpellier. La métropole de Montpellier, c'est 31 communes, la ville-centre évidemment est Montpellier avec plus de 150 000 habitants et 500 000 au total sur la métropole. Et les élus ont souhaité qu'on garde cette proximité. Nous, quand on parlait avec les travailleurs sociaux du STS qui font des permanences chez nous, ils nous disaient, mais nous, les personnes âgées, on n'y connaît rien, on ne connaît pas ce public. Bon, ils sont habitués aux familles, etc. Et voilà, on n'a pas de formation. Et le CCAS s'était déjà équipé, entre guillemets, en 2021 d'une assistante sociale au sein du CCAS.
pour justement gagner de l'autonomie par rapport au STS, où il y avait des délais de rendez-vous, des délais d'intervention et des modes d'intervention qui ne correspondaient pas aux souhaits des élus. Moi, je suis arrivée à la direction du CCS en 2020, juste après le Covid. Et donc, voilà, nous, on est des pragmatiques, on est sur le terrain, parce que les gens, ce qu'ils connaissent, c'est la porte d'entrée de la mairie, point. Voilà. Le reste, hein, les chevauchements de compétences, et ce qui est métropole, département. Ce matin, juste avant ce webinaire, j'accompagnais le maire sur un rendez-vous avec une administrée où la dame nous demandait de faire accélérer le traitement des dossiers à la MDPH. Alors voilà, ça a été un peu délicat de lui expliquer qu'on n'avait pas la main, que on allait faire un courrier, enfin voilà, mais que concrètement, voilà ce qu'on nous demande. Et on nous demande, aujourd'hui, nous, on incite les gens à pas faire de demande de révision d'APA, parce que quand on demande une révision d'APA, en général, la perte d'autonomie, c'est plus aggravé que ce qu'elle s'est allégée. Et aujourd'hui, dans le département, révision d'APA, on baisse les heures, hein. Donc voilà, on est à un endroit où c'est vraiment très compliqué parce que ce qui est porté par les départements dépend de la bonne santé, on va dire au sens large, du département. Et nous, on est un département pauvre avec beaucoup d'aides sociales, quels que soient les critères. Et donc, voilà. Les élus ont souhaité qu'on continue à être cette porte d'entrée plutôt que de dire ben, c'est pas nous, c'est l'autre. Non, non, nous on reçoit, on est ouvert. Le CCAS est dans la maison commune où est aussi installée la mairie et le centre socio-culturel, puisque l'idée était de regrouper en un même lieu sur la commune l'ensemble des acteurs qui pouvaient répondre à des questions d'administrés, pour faire simple et qu'on puisse mieux travailler en interconnexion aussi. Du coup, on a développé beaucoup de partenariats. Bon, avec la mairie, on l'avait de façon intrinsèque. Avec le centre socioculturel, on est extrêmement complémentaires dans ce qu'on mène comme action. Nous, on est vraiment centré sur les droits, les visites à domicile. Le travailleur social, il est chez nous. Le centre socioculturel, Anne détaillera certaines actions avec la CARSAT aussi, bien sûr, mais c'est eux qui proposent le sport adapté, c'est eux qui proposent des conférences, c'est eux qui proposent de la culture, des jardins partagés, etc. Nous, le CCAS, on n'intervient pas là-dessus. Par contre, nous, on va faire de l'accompagnement en dentelle sur une situation de violence intrafamiliale chez un couple senior pour arriver à aider tout le monde. Alors, en dehors, évidemment, de toute compétence du CCAS sur l'accompagnement des vifs, hein, mais voilà, on est sur le terrain, on est opérationnel, on sait voilà, mettre les limites et transférer, évidemment, quand il y a un partenaire qui est mieux placé que nous sur un champ de compétences. Mais on reste, on est facilitateur. On connaît l'ensemble des services, associations ou entreprises de services à la personne qui interviennent sur la commune. On connaît les médecins, les infirmiers, les kinés, tout le médical et le paramédical de la commune. On organise un petit déjeuner des professionnels de la perte d'autonomie pour travailler évidemment la facilité des échanges entre nous. Et ça, ce n'est pas ouvert au public, mais entre professionnels pour voilà, mieux se connaître et solliciter. Nous, il y a un mandataire, par exemple, du service à la personne qu'on sollicite nous sur des situations très complexes, où le plus classique, on va dire, du service à la personne se retrouve en échec dans des situations voilà, problématiques. Ensuite, on a les téléalarmes, par exemple, on ne gère pas nous. Avant, c'était géré par la métropole, ça s'est arrêté. On ne gère pas nous, mais on a rencontré plusieurs prestataires avec qui certains ont été OK pour négocier discuter de prix avec nous. Donc, on a les flyers de tout le monde qu'on peut donner aux personnes qui nous sollicitent sur une téléalarme. Chacun fait son choix après, mais nous, on a été autorisé
par les élus de pouvoir voilà, négocier au mieux les choses pour les personnes. On fait un service au déplacement pour faire les courses et où, puisque là, avec la crise des VSL, même des gens qui ont droit à des VSL ne trouvent plus de VSL. Enfin voilà, on est au fond de l'entonnoir voilà, de tous les trous dans la raquette un peu partout. Et on a une taille bon, qui va être bientôt critique, hein, parce qu'on va pas pouvoir continuer à fonctionner comme ça avec l'évolution de la commune. Parce que nous, on est en première couronne de Montpellier, donc on n'est pas proche. On est limitrophe et on a des gens sur un quartier, ils savent pas s'ils habitent Grabel ou Montpellier. Mais donc, c'est extrêmement poreux. Et comment dire, nous, il n'y aura pas de CIAS, par exemple. Voilà, les élus de toutes les 30 communes qui ne sont pas la ville de Montpellier, puisque la ville de Montpellier, évidemment, son CCAS, c'est une grosse usine hein, qui a rien à voir avec ce qu'on peut faire dans les communes. Et tous les maires des communes, eux, souhaitent conserver des CIAS. Il faut vraiment que les communes soient relativement petites ou à faible moyen aussi pour arriver à se regrouper. Je n'en connais pas au sein de la métropole de Montpellier, par exemple. Donc, Ensuite, ce qu'on a vous avez pu... en fait, pardon, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez vraiment ce rôle à la fois de facilitateur, donc d'information, d'orientation des seniors de la commune vers soit vous, ce que vous pouvez porter en direct, soit vers les partenaires qui sont présents, soit physiquement, soit pas physiquement, mais qui peuvent accompagner. Et aussi, l'expression que vous employez, c'est les trous dans la raquette, c'est-à-dire que là où il n'y a pas d'autres solution, bah, vous essayez dans la mesure de vos moyens d'apporter des réponses, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est un nombre important de partenaires dont vous animez la dynamique, on va dire, alors pas seul, hein, et là, la CARSAT est présente pour en parler aussi, mais voilà, il y a ce gros travail d'entretien des relais que vous faites par l'animation partenariale, et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est visible de l'extérieur, mais qui vous occupe beaucoup. Vous parliez notamment des échanges entre professionnels, etc. C'est aussi une part importante de votre rôle, j'ai l'impression, de continuer à faciliter le travail des partenaires sur le terrain. Alors là, ça va être d'autant plus le cas parce qu'il y avait un service d'animation territoriale au conseil départemental aussi qui disparaît et les personnes sont rebasculées sur le contrôle de la fraude. Donc, on avait des réseaux intercommunaux où on pouvait partager les situations d'éveil fragilité, etc. Et ça, des agents du département dont c'était la mission pouvaient évidemment l'animer parce que c'est beaucoup de travail. Et la question est, voilà, on a une prochaine rencontre fin novembre, voilà, pour voir une veille fragilité. Qui d'entre nous, entre les partenaires et les CCAS, pourra l'animer? Enfin, moi, je sais d'avance que personne ne pourra reprendre une mission globale. Mais l'idée, c'est d'arriver cette situation, par exemple, de vivre dans un couple de seniors, nous, ça fait toucher du doigt là où on n'avait pas encore expérimenté, c'est-à-dire saisir le DAC. Voilà, donc on ne saisit plus le DAC, voilà, ça va plus vite. On a eu une explosion des signalements auprès du procureur. Je ne passe plus par le service du département puisque les problématiques de réactivité, etc., on n'est pas dans la même temporalité. Donc, nous, la difficulté qu'on a, en fait, c'est sur la commune, dans la proportion de seniors, on est plusieurs à habiter, du CCAS à habiter sur la commune, on a le réseau des élus, de tous les services municipaux, des partenaires, etc. Mais bien sûr, on sait qu'on ne connaît pas toutes les personnes isolées. Et nous, notre ambition, c'est voilà, aller chercher, parce que c'est eux qui ont besoin de nous. On a des personnes qui sont seniors, très intégrés sur la commune. On fait des ateliers mémoire. C'est eux qui viennent. C'est eux qui ont répondu à l'ABS. C'est eux qui viennent à des réunions publiques, etc. Donc ça, c'est bien. On en fait un peu, mais il faut aller chercher là où sont les gens. Et ça, on a eu connaissance par hasard d'une situation, une dame qui avait 300 euros de retraite, elle trouvait que c'était tout à fait normal de taper dans son livret pour vivre au quotidien. On a mis un an et demi, alors qu'on l'a connue
par une voisine qui nous dit, il me semble que ma voisine, elle aurait besoin. Donc la dame a pris contact avec nous, ce qui était déjà bien. On a mis 1 an et demi à la convaincre qu'il y avait des dispositifs qui devaient l'aider à rehausser son niveau de ressources et qu'elle garde son petit livret pour elle, des petits plaisirs. Enfin voilà, on est là-dessus. Mariette, je vais vous couper pour Oui, qu'on je ait vous un en temps, prie. pour que Mais Anne ait le temps de comme je sais que Anne va votre pouvoir investissement. détailler notre partenariat, et là, ça a été un partenariat sur la santé et la prévention très intéressant pour nous, et je la laisse détailler. Merci. Bonjour, du coup j'enchaîne, c'est bon? Voilà, donc bonjour à tous. Du coup, comme ça a été donc évoqué en amont, donc du coup je suis chargée de développement en fait sur le département de l'Hérault à la CARSAT Languedoc-Roussillon et je travaille au service action sociale. Donc en effet, on est bien Languedoc-Roussillon, du coup on n'est pas Occitanie au niveau de la CARSAT, parce qu'il y a une CARSAT Midi-Pyrénées aussi. Et avec des fonctionnements peut-être qui sont différents selon les régions, mais en général, on a des orientations au niveau du national qui sont quand même communes, mais avec des organisations quand même différentes. Et il s'avère que nous, dans le Languedoc-Roussillon, on a des chargés de développement sur les différents départements. Voilà, donc du coup, moi, je suis sur le département de l'Hérault. Donc, juste pour redire brièvement, mais bon, c'est vrai que vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure par rapport au contexte. Donc, nous, en tant que CARSAT, donc on est un acteur donc de l'assurance retraite. Et donc, on a un rôle à jouer au niveau de la politique, de la prévention du vieillissement à travers nos missions justement d'action sociale. Et donc vraiment notre objectif, c'est de pouvoir intervenir auprès des retraités les plus fragiles pour améliorer leurs conditions de vie, prévenir les risques liés au vieillissement et soutenir aussi justement les initiatives locales. Déjà un petit peu de façon un petit peu macro, donc au niveau articulation entre nos missions CARSAT et les dispositifs locaux de façon générale. C'est vrai que l'efficacité des actions de prévention, elle repose énormément sur cette coordination étroite justement entre le niveau régional, enfin nous au niveau caisse de retraite ou autres partenaires, ou aussi au niveau du département, et avec le partenariat local. Donc c'est vrai que cette coordination est vraiment importante. Donc au niveau local, on travaille beaucoup, notamment avec les CCAS, les centres sociaux, les CIAS, les associations locales, etc. Et en fait, cette articulation, elle se traduit à travers différentes choses, notamment par rapport à l'identification déjà des besoins. Donc nous, c'est vrai qu'en tant que CARSAT, on peut s'appuyer sur des données des données sociodémographiques qu'on a à disposition via, par exemple, l'Observatoire des fragilités, à l'aide de différents supports et qui nous permettent d'avoir ces données-là et aussi au travers des différentes évaluations individuelles aussi qui peuvent se faire lors des évaluations domicile dans les plans Oscar, etc. Et de son côté, donc c'est vrai que les CCAS, ils ont une connaissance fine du terrain et des situations aussi individuelles. Donc c'est vraiment la mise en commun pour vraiment identifier déjà les besoins vraiment sur le territoire, qu'on va pouvoir s'appuyer sur nos deux compétences et sur nos deux missions. Et ça, je trouve que c'était intéressant aussi de le signaler. Au niveau articulation aussi, ce qui est important, c'est de co-construire aussi des projets. Donc les dispositifs de prévention sont vraiment élaborés conjointement, donc c'est vraiment important de le faire ensemble en tenant compte des orientations bien sûr du national, puisque nous on s'appuie forcément là-dessus, mais aussi en articulant avec les spécificités du local, et ça c'est très important aussi pour fonctionner et pour pouvoir toucher justement les personnes qui en ont vraiment le plus besoin. Et puis aussi au niveau articulation, on peut apporter, il y a le financement aussi, le soutien technique aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de la CARSAT, on peut aussi apporter un soutien financier par rapport aux actions locales, donc soit de façon spécifique à travers un conventionnement ou à travers un simple partenariat, ou sinon à travers des appels à projets. Donc on lance différents appels à projets, donc qui sont soit spécifiques CARSAT, qui peuvent être vraiment locales, soit au niveau de la région,
région, ça peut être des appels à projets qui sont plus lancés au niveau du national. Et après, il y a tout ce qui est appel à projets au niveau interrégime aussi, parce qu'on a une structure interrégime Cap Prévention Senior, et qui peut permettre justement de financer des actions en fonction des besoins locaux. Ce qui est important aussi au niveau de l'articulation de nos missions, c'est vraiment la mutualisation des ressources. Donc c'est vrai que justement, vous en parliez aussi tout à l'heure au niveau du CCS, notamment ces petits déjeuners aussi qui sont organisés. Justement, enfin, c'est important d'avoir ce réseau de partenaires vraiment pour mutualiser nos ressources, l'interconnaissance aussi, ce qui est très importante entre les partenaires. Donc c'est ce qui se fait sur le territoire de Grabel et qui est mené aussi sur d'autres territoires au niveau local, vraiment pour pouvoir partager tout ce qui, par rapport à nos expertises, par rapport à nos outils, pour renforcer justement l'impact par rapport à nos actions, que ce soit au niveau individuel, au niveau... C'est un petit peu l'enjeu aussi du SPDA, hein, c'est de mutualiser déjà aussi tout ce qui est existant, hein, que ce soit au niveau des différentes institutions, au niveau un petit peu voilà, des structures plus locales. Au niveau des exemples d'articulation aussi au niveau local, avec la mobilisation des dispositifs de la branche retraite. Donc, il y a la mise en place donc, des programmes de prévention. Donc, ça, j'en ai parlé hein, à travers les différents appels à projets. Et aussi la valorisation de toutes les actions collectives qui sont mises en place et qu'on finance à travers le portail pour bien vieillir, en effet, qui est une plateforme nationale, mais qui permet de regrouper tout ce qui est mis en place et tout ce qui est financé localement. Et du coup, la personne retraitée peut y avoir accès, ou même les professionnels, justement, parce qu'il y a la possibilité de se géolocaliser ou de contacter un numéro de téléphone aussi Alice hein, pour les personnes qui sont pas à l'aise avec le numérique et avoir connaissance de tout ce qui se passe gratuitement parce que là pour le coup les actions qui sont répertoriées ce sont des actions qui sont gratuites pour la personne retraitée et elle peut se géolocaliser et voir tout ce qui est mis en place localement à proximité de chez elle. Voilà, et de pouvoir contacter la personne qui est en charge et d'avoir le détail aussi des différents ateliers qui sont proposés à proximité. Ensuite, nous, en tant que CARSAT, on peut apporter un soutien aussi financier à des projets de logement adaptés. Vous parliez notamment des résidences autonomie, mais ça peut être aussi par rapport à des habitats inclusifs. Donc, nous, il y a la possibilité aussi d'apporter un financement aussi en fonction de la dynamique locale pour ce type de logement intermédiaire hein, entre le domicile et l'EHPAD. Voilà, d'ailleurs, il y a un futur projet hein, qui est prévu justement sur Grabel hein, d'une résidence autonomie. Et après, voilà, et donc aussi, on apporte un appui aux dynamiques territoriales comme les contrats locaux de santé, les schémas gérontologiques, etc. Voilà. Et ce qui est important aussi, le fait d'avoir cette articulation, notamment avec le CCS, et c'est pour ça que du coup, je vais détailler un petit peu plus une action qu'on a eue en commun, c'est vraiment de pouvoir faire ce lien entre les problématiques aussi qu'on peut rencontrer en individuel par rapport à toutes les questions qui concernent aussi l'accès au droit et pour lesquelles on peut orienter ou au moins informer du coup les personnes sur quelque chose aussi de plus collectif de ce qui se passe aussi au niveau du territoire. Donc, c'est tout ce lien aussi qui est intéressant entre le collectif aussi et l'individuel. Donc, c'est vrai que ce lien peut être fait aussi et c'est ce qui peut être intéressant aussi entre les acteurs locaux et nous, CARSAT. Donc, pour entrer plus spécifiquement, donc on met en place pas mal d'actions avec le CCS de Grabel. On participe aussi à différentes rencontres partenariales. Hein. Du coup, c'est vrai qu'il y a un réseau partenarial qui est quand même assez riche. Et donc, on a mis en place, donc en 2023, sur l'année 2023-2024, un parcours prévention en lien avec la caisse de retraite aussi complémentaire avec l'Agir Carco. Donc, voilà, c'était vraiment une orientation de mettre en place, donc c'était un objectif national de mettre en place un parcours prévention en direction du public retraité fragile sur un territoire. Donc, c'était une commande un petit
petit peu national au niveau en lien avec les caisses de retraite et les caisses de retraite complémentaires. Donc, on a fait le choix en fonction des besoins de Grabel et par rapport à cette orientation de le mettre en place justement sur la commune de Grabel. Donc, au niveau du public ciblé, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire une requête du coup côté Agir Carco aussi, du coup, par rapport à ses ressortissants, côté CARSAT, avec un repérage spécifique des personnes fragiles, et tout le repérage et toute la communication qui a pu se faire au niveau du CCAS et qui a été aussi très importante euh, par rapport à sa connaissance aussi du territoire. Et nous aussi, on a pu être présents. Donc, on était présents aussi. Il y avait un forum des associations qui était présent, qui s'est fait justement sur la commune de Grapel. Donc, on a pu venir communiquer directement sur ce projet et sur cette action au sein de la foire aux associations qui s'est déroulée sur Grabel. Voilà, donc juste au niveau de ce parcours prévention, donc c'était vraiment une conférence au niveau du partenariat, c'était une conférence à destination du public qui était animée par le centre de prévention de la GERCARCO, donc animé par des psychologues et un médecin gériatre. Et ensuite, il était proposé aux personnes de faire des bilans de prévention aussi individuels, voilà, proposés par la GERCARCO, avec la possibilité de le faire directement sur Grabel, hein, puisque la GERCARCO a un bus spécifique pour mettre en place ces entretiens de prévention. Donc, du coup, au niveau de la salle, on était accueillis justement par le CCS de Grabel, la mise à disposition de la salle et plusieurs temps aussi pour que le bus mettre en place ces bilans de prévention pour les personnes pour lesquelles c'était difficile de se déplacer jusque Montpellier. Et ensuite, donc suite à ces bilans qui sont faits par un gériatre et par une psychologue, donc là on est vraiment sur des bilans individuels, il était proposé, donc il y avait certaines orientations qui étaient proposées aux personnes de participer à des ateliers collectifs. En les orientant par ce qui était mis en place au niveau du centre socioculturel justement de Grabel, hein, parce qu'il y a déjà pas mal d'actions qui sont mises en place. Donc l'idée c'était de les orienter vers le centre social pour le connaître aussi, pour savoir ce qu'ils mettaient en place, etc. Vraiment pour inscrire la personne vraiment dans un parcours. Et donc l'idée c'était les orienter ensuite vers des ateliers en fonction de leurs besoins, soit un atelier d'activité physique, soit un atelier mémoire, un atelier nutrition, atelier sommeil et stress. Et si cet atelier-là n'existait pas, enfin en fonction des besoins, il n'existait pas, à ce moment-là, du coup, nous, on pouvait le financer au niveau de la CARSAT, ce qui a été fait, puisque du coup, il n'y avait pas forcément d'atelier nutrition qui était proposé sur le centre social. Et du coup, on a pu financer, mettre en place aussi un atelier nutrition. Voilà, donc tout ça a fait que du coup, on a pu toucher un nombre de personnes assez important au niveau collectif et ensuite en individuel aussi. Merci Voilà, beaucoup, je sais pas si après. Anne, pour cette présentation et d'une action très concrète que vous avez pu mener en partenariat. Et on voit bien aussi se dessiner euh, dans la logique de prévention tout le réseau qui va derrière avec les différents ateliers dont vous parlez, les différentes structures qui peuvent ou pas prendre le relais, mais en tout cas, voilà, des nouveaux besoins qui, Mm, s'a- qui s'affinent et qui sont repérés. Et aussi ces temps précieux de connaissance de nouveaux interlocuteurs pour les seniors de la commune. tout Donc, à fait. Mm, moi, ce que je retiens très rapidement, c'est un enjeu de définition des rôles des différentes structures et institutions, associations qui interviennent sur le territoire. Pas toujours facile et notamment avec les évolutions aussi réglementaires. L'enjeu d'articulation que vous mentionniez toutes les trois, chacune à votre manière, et du local et du national, ben, pour pouvoir répondre aux besoins avec un enjeu de moyens, on l'a bien entendu. Et également l'enjeu j'allais dire, du regroupement, que ce soit du regroupement des informations, du regroupement des structures, du regroupement des partenaires pour pouvoir mieux aiguiller et transmettre le maximum d'informations aux seniors qui seraient voilà, en demande ou pas encore en demande, mais bientôt. Et donc d'arriver à amener l'information le plus fluidement possible, bien que ça reste un enjeu permanent. Juliette, je te laisse. Je vais afficher simplement le nuage de mots qu'on a eu avec le brise-glace. Hop.
Oui, merci Pauline. Oui, et puis en synthèse de cette synthèse, moi je retiens aussi là ce rôle de facilitateur, de coordination hein, des CCS que vous avez toutes les trois évoqué aussi, et je pense dans lequel se retrouveront sans doute pas mal d'entre vous. Pendant que Pauline affiche aussi là, les résultats du brise-glace, on voulait vous dire que donc dans le chat, vous trouvez le lien pour recevoir le replay. Hein, il vous suffit de vous inscrire à un formulaire. Dans le support que l'on vous transmettra, on intégrera aussi évidemment toutes les contributions que vous avez pu faire dans le chat. Je vois on a certains CCS qui nous ont aussi illustré quelles actions ils pouvaient mettre en œuvre ou la manière dont les choses de s'organiser sur leur territoire. Donc ça nous semble aussi assez précieux à communiquer à toutes et tous. Donc merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé par écrit. Ça alimente N'affiche bien nos pas réflexions. le nuancement. Alors, est-ce que ça s'affiche? Si, c'est tout bon du côté de l'écran. Si tu veux le commenter, peut-être pour finir, on voit un gros TCS affiché hein, sur l'acteur principalement identifié par les seniors. Et peut-être pour commenter le reste, Pauline, je te laisse poursuivre. Donc là, ce qu'on voit, c'est environ, mais alors bon, ça vaut ce que ça vaut parce qu'il y a une grande disparité des tailles de communes qui ont répondu, mais une douzaine de participants à la politique senior locale et pour les plus gros, une trentaine et pour les plus petits, deux acteurs identifiés. Mais donc, on voit quand même que ben, il y a une pluralité d'acteurs et donc cet enjeu de coordination et de facilitation, il est très important. Et voilà, principalement dans les premiers interlocuteurs identifiés, donc le CCAS et les clics centres sociaux, maisons de l'autonomie de façon plus diluée, on va dire. Et donc voilà, le CCAS en effet bien identifié comme interlocuteur principal pour les seniors de la commune. On a un peu dépassé le timing, mais en fait, je crois qu'on est toujours trop optimiste sur les temps de parole, parce qu'on a beaucoup de choses à se partager. Merci à nos trois intervenantes d'avoir partagé et leur contexte et leur retour d'expérience. Vous nous direz si vous êtes d'accord de laisser vos contacts si jamais il y a des questions plus précises sur un dispositif ou une situation ou des réflexions que vous avez eues en cours pour les participants et les participantes du webinaire. Et merci à vous tous et toutes d'avoir participé nombreux et nombreuses au webinaire. Comme le disait Juliette, le replay sera disponible et on vous enverra également le support. Et pour répondre à la question, c'est quoi les points rouges sur la carte? C'est toutes les communes sur lesquelles qu'on a pu accompagner, soit par des accompagnements missions, soit par des accompagnements statistiques. Donc les bleus, c'est les missions, comme ce qu'a été le cas avec Nancy ou avec Grabel. Et le rouge, c'est le volet statistique qu'on peut transmettre aux communes, et notamment sur le volet senior et sur le volet précarité, qui sont les volets qui intéressent le plus en général les CCAS. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée.